Merci. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Sophie Gambardella et je suis juriste. Je travaille donc principalement en droit international et européen de la biodiversité marine. C'est un titre très ambitieux, mais en fait, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. D'abord parce que quand on m'a invité, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est la science de la durabilité? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est les sciences de la durabilité? Est-ce que je fais de la durabilité dans mes recherches? Est-ce que je m'interroge la manière dont ma méthodologie amène à s'interroger sur la durabilité? Est-ce que finalement je suis une Madame Jourdan de la durabilité? J'en fais sans vraiment m'en rendre compte. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, en fait, c'est vous montrer dans la gouvernance internationale des océans peut-être toutes les frontières qu'il faudrait bouger pour arriver à de la durabilité des océans. Et les frontières qu'il faudrait bouger aussi bien au niveau de la gouvernance qu'au niveau de la formation et au niveau de la recherche. Alors je vais passer un grand moment sur la gouvernance, mais après j'aimerais quand même qu'on se pose ensemble peut-être les questions de qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la formation des étudiants, dans notre façon de faire de la recherche, pour arriver à une durabilité des océans. Alors, au niveau de la gouvernance mondiale des océans, en fait, les ODD, donc l'ODD 14, a posé un objectif, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Dans cet ODD 14, en fait, il est ensuite décliné en plusieurs cibles qui tout de suite fragmentent. On a les subventions nuisibles à la pêche. Alors là, l'objectif, c'était d'arriver à enlever toutes les subventions nuisibles à la pêche d'ici 2020. Au moment où on adopte les ODD, il faut quand même savoir que le texte sur les subventions à la pêche, il est en négociation depuis 10 ans. Il est complètement bloqué. Et l'objectif, donc, avec l'ODD 14, c'est de dépasser les antagonismes du blocage de ce texte, qui étaient en fait des antagonismes entre pays du Sud et pays du Nord. On est obligé de revenir sur cette distinction pays du Sud, pays du Nord à ce moment-là, puisqu'en fait les pays du Nord refusaient un régime de transition aux pays du Sud. Alors le texte a été adopté là en juin, donc ça s'est débloqué. Et on a ensuite acidification des océans, réglementation de la pêche, préservation des zones marines, écosystèmes marins et côtiers. Alors cet ODD 14, en fait, comme beaucoup d'ODD, il est en interrelation avec l'ensemble des autres ODD. On a un schéma qui a été fait par Martine Wiesbeck qui montre bien comment en fait, les océans interagissent avec l'ensemble des autres ODD, objectifs de développement durable. Le problème, c'est qu'actuellement, la gouvernance mondiale des océans, on a un constat, c'est le constat de la fragmentation. Alors c'est une fragmentation qui s'est construite d'abord par une fragmentation spatiale, un morcellement des océans. C'est-à-dire qu'on a d'abord défini les compétences en mer, donc un morcellement pour savoir quelles sont les compétences étatiques en mer, donc des zones de mer territoriales, de zones économiques exclusives, le plateau continental, la haute mer, les grands fonds marins. Donc on a ce morcellement des océans et un morcellement qui est en train encore plus d'augmenter en fait, parce qu'on a un morcellement maintenant qui est lié aux usages. On a beaucoup de débats actuellement sur par exemple les parcs éoliens offshore, où on crée autour des zones de sécurité, l'exploitation des grands fonds marins, où on crée des zones témoins dans lesquelles les pêcheurs ne peuvent plus aller. Donc sur ce morcellement qui était déjà un morcellement juridique, se rajoute un autre morcellement qui est lié aux usages de la mer. Donc une fragmentation spatiale, mais on a aussi une fragmentation matérielle. Dès l'origine, en fait, on a séparé dans les textes internationaux la conservation des ressources biologiques marines et la protection du milieu marin. C'est deux choses qui ont été séparées dès les conventions de Genève de 1958. Cette séparation, on la retrouve encore dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Et en fait, les conséquences de cette fragmentation matérielle, c'est que derrière, on a créé des institutions pour s'occuper de chaque question. Donc on a fragmenté matériellement, ce qui a créé une fragmentation institutionnelle qui fait qu'actuellement, le panorama de la gouvernance internationale des océans, c'est à peu près celui-là et il n'est pas totalement complet. Donc au départ, on a, dans le cercle au centre, on a en fait tous les organismes, toutes les institutions qui ne s'occupent que des océans. Donc, on va avoir la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer, on a la FAO qui a beaucoup de textes et qui a créé beaucoup d'organisations régionales de gestion des pêches. Elles sont 50 maintenant, les organisations régionales de gestion des pêches. Chacun gère ou une espèce ou un espace, ce qui fait qu'on a certaines organisations qui gèrent en fait le même espace,
Si vous prenez la Méditerranée, on a la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui va s'occuper de toutes les ressources de la Méditerranée. Et à côté, on a la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et des mers adjacentes qui va s'occuper que de la gestion des thonidés en Méditerranée. Donc là, on a des conflits en plus de compétences entre organisations. On a le PNUE qui a fait tout un programme sur les mers régionales, l'Organisation maritime internationale qui est plutôt sur la protection de l'environnement marin. Et donc ça, c'est le régime au milieu, c'est les institutions qui vont s'occuper que des océans, mais s'ajoute à tout ça ce qu'on appelle le complexe de régimes, c'est-à-dire d'autres régimes juridiques qui ne sont pas dédiés aux océans, mais qui finalement touchent aussi à la question océanique. Alors là, on a la Convention sur la diversité biologique, la CITES, même la Convention sur les changements climatiques. Donc on se retrouve en fait avec une gouvernance internationale des océans qui est très fragmentée, avec un dialogue pas toujours évident entre ces différentes institutions. Et de l'autre côté, un manque de données scientifiques, puisque même si chaque organisation a son comité scientifique, on a toujours un grand manque de données scientifiques. Actuellement, ce qu'il faudrait donc pour avoir une vision un peu durable des océans, c'est défragmenter cette gouvernance internationale des océans et concrétiser finalement une approche matérielle et institutionnelle un peu écosystémique des océans. Alors, c'est là où la science de la durabilité peut répondre à ces enjeux de la gouvernance internationale des océans. La première premier pan, c'est qu'il faudrait construire les conditions de réalisation d'une approche globale au service de la durabilité des océans. Le problème actuellement, c'est que la fragmentation matérielle et institutionnelle du droit de la mer, elle est à la fois la preuve d'un écosystème qui est finalement institutionnellement riche. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux océans, on s'est emparé au niveau international de la question des océans, mais c'est la preuve aussi d'une approche qui a été très sectorielle et qui est peu coordonnée sur les questions relatives aux mers et aux océans. Le risque de cette approche, c'est finalement qu'on renonce petit à petit à développer une approche globale de la gouvernance des océans qui répondrait à certains enjeux de la durabilité, et notamment intégrer les exigences de l'approche écosystémique. On se rend compte que, par exemple, dans les organisations régionales de gestion des pêches, l'approche écosystémique des pêches, elle est très peu appréhendée. On a certaines organisations régionales des pêches qui n'ont pas du tout, par exemple, d'expertise socio-économique, qui n'ont qu'une expertise de sciences dures. Et il faudrait aussi favoriser une concertation interinstitutionnelle pour qu'on ait une harmonisation des méthodes et des pratiques et de la coopération interétatique. Alors, pourquoi une harmonisation des méthodes et des pratiques? Parce que si on prend par exemple toutes les organisations régionales de gestion des pêches sur les thons, aucune de ces organisations n'utilise les mêmes méthodes scientifiques. Chaque organisation a ses propres méthodes scientifiques. Ils s'en sont assez vite rendus compte, enfin non, assez vite, pas vraiment, parce que c'est milieu des années 90. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas aux mêmes résultats avec des méthodes scientifiques différentes et qu'il faut donc harmoniser. Et donc, ils ont décidé par un processus de Kobe d'harmoniser leur méthode pour que ce qui se fait en un lieu ne se défasse pas en un autre. Parce que jusque-là, c'est exactement ce qui se passait. Les États choisissaient où ils allaient négocier à l'endroit en fait, qui était le plus avantageux pour eux. Ce qu'on appelle généralement le forum shopping. Hein. Donc, c'est le problème de cette fragmentation. Alors, un des exemples, et on pourra en prendre beaucoup de ce manque d'harmonisation entre les différentes instances, c'est que par exemple la plupart des organisations régionales de gestion des pêches, elles établissent des listes de navires qui se livrent à des activités de pêche illicites. Donc ils ont une liste des navires autorisés à les pêcher, ils ont de l'autre côté une liste des navires qui se livrent à ces pratiques-là. Le problème, c'est qu'on n'a aucune centralisation de ces différentes listes. Donc 50 organisations, 50 listes. Aucune liste croisée, c'est seulement sur la bonne volonté des organisations qu'on croise éventuellement ces listes. Or, on se rend compte que toutes les organisations ne jouent pas le jeu. On a par exemple la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique ou encore la Commission des pêches du Pacifique ouest et central, qui pratiquent ni l'inscription croisée avec aucune autre RGP, ni même ne renvoient aux listes en fait, des autres organisations. Là, on a un levier qui est très simple. On pourrait permettre une centralisation par la FAO de l'ensemble de ces listes. On est arrivé à le faire à l'échelle européenne, mais on pourrait le faire à l'échelle internationale pour avoir un système plus cohérent.
Ce n'est pas le cas actuellement. Et donc les pistes de réflexion actuellement pour défragmenter, c'est réfléchir en fait par exemple à une mise en œuvre concrète de l'approche écosystémique de plusieurs façons. Déjà en réfléchissant à la composition des comités d'experts. Dans chaque organisation régionale de gestion des pêches, on a un comité d'experts. Ce comité d'experts fait des recommandations à l'organe politique qui va prendre les décisions. Quand on se penche sur ces comités d'experts, à l'intérieur des comités d'experts, on a en fait déjà très peu d'experts qui viennent des pays du Sud. C'est presque uniquement des experts scientifiques de pays du Nord. C'est le premier point. Deuxième point, on a très peu d'experts de disciplines autres que les disciplines halieutiques. Donc tout ce qui est socio-économique n'est très peu pris en compte. Donc, là, on a un deuxième problème. Troisième problème, dans les comités d'experts, on a uniquement des scientifiques. À aucun moment, on a une représentation des différents acteurs du secteur. À aucun moment, les ONG peuvent vraiment participer aussi aux discussions. Ce qui fait que cette composition des comités d'experts, elle conduit à des aberrations dans la gestion des ressources. Si on prend par exemple la situation du thon rouge, pendant très longtemps, les recommandations qui étaient faites par le comité d'experts n'étaient pas du tout suivies par l'organe politique. Donc c'est comme ça qu'on a eu un effondrement de tous les stocks de thon rouge. Et même pire que ça, l'organe politique a fait des choix scientifiques. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, et on se pose, c'est une question qui n'est pas résolue scientifiquement, de savoir est-ce qu'on a un stock de thon rouge entre la Méditerranée et l'Atlantique ? Est-ce que c'est un stock qui migre de la Méditerranée à l'Atlantique ? Ou est-ce qu'on a deux stocks, en fait ? Or, pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas la réponse à cette question-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que c'est l'organe politique qui a tranché, qui a dit nous allons partir du présupposé que nous sommes sur deux stocks. Deux stocks, ça veut dire deux quotas de pêche. Or, si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'avait qu'un stock, on comprendra bien qu'on est toujours au-delà. Même au-delà de ça, l'organe politique ne suit que très peu les recommandations de toute façon des comités scientifiques, puisque jusqu'en 2009, le comité scientifique, donc toujours sur le thon rouge, préconisait un quota global de 13 500 tonnes par an. On était autour de 50 000. Alors 35 000 adoptés par l'organe politique et 15 000 en fait en réalité sur les déclarations de pêche illicite. Donc on a été très au-delà. La deuxième chose sur laquelle on pourrait jouer pour une mise en œuvre concrète de l'approche écosystémique, c'est sur les mesures à adopter. On se rend compte que les mesures, toujours sur la pêche, prennent très peu en compte les aspects protection du milieu marin, les aspects espèces accessoires. On a très peu d'organisations qui agissent sur la capture des tortues, toutes les captures des oiseaux marins, des phoques moines par exemple en Méditerranée. On a peu de mesures, et même lorsqu'on a des mesures dans ce sens-là, elles sont finalement très peu respectées par les États. Actuellement, la France a eu une mise en demeure de la Commission européenne puisqu'elle ne respecte pas du tout ses obligations sur les prises accessoires de dauphins. Donc, première mise en demeure en 2020, deuxième mise en demeure cette année. Normalement, la Commission européenne devrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire appliquer par la France, alors ce n'est pas la seule, et l'Espagne, c'est généralement pas les bons élèves en Méditerranée, par la France et l'Espagne, ces mesures-là. Donc, en plus des mesures qui ne sont pas adaptées à une approche écosystémique, on a une réelle absence de volonté des États de faire appliquer les mesures qui sont prises en ce sens-là. Deuxième piste de réflexion, c'est peut-être réfléchir à des outils de mise en cohérence de la gouvernance mondiale des océans. Actuellement, la fragmentation institutionnelle, elle permet aux États d'avoir ce forum shopping et donc de se séparer totalement la réflexion sur des questions qui sont pourtant communes. L'exemple, et on en a parlé rapidement ce matin, c'est par exemple la géo-ingénierie climatique. Au niveau du régime du climat, on a vu que ça pousse de plus en plus vers la géo-ingénierie climatique. L'article 4 de l'accord de Paris ouvre la porte au recours à la géo-ingénierie climatique. Or, il n'y a pas eu très peu de concertation avec tous les organismes de protection de l'environnement marin pour savoir quelles seraient les conséquences du recours à ces méthodes sur l'environnement marin. La priorité de l'agenda politique, c'est le changement climatique. Donc, il faut trouver des réponses à ces questions-là sans aller consulter d'autres organisations internationales.
Sur cette géo-ingénierie climatique, l'Organisation maritime internationale, elle s'est donc retrouvée assez brutalement à devoir réglementer sur 2 types de techniques de géo-ingénierie, la fertilisation des océans et le captage, stockage de carbone. Fertilisation des océans, c'est une technique, je pense que vous la connaissez mieux que moi, donc qui consiste à mettre du fer pour activer le phytoplancton pour absorber le carbone. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'est une méthode qui marche déjà très peu, parce qu'il faut que une certaine température de l'eau, plutôt des eaux froides, et surtout que ça détruit le milieu marin. Donc on a eu très vite un moratoire qui a été mis par l'Organisation maritime internationale et par la Convention sur la diversité biologique, en disant, au nom du principe de précaution, il faut absolument mettre un moratoire sur la fertilisation des océans à grande échelle. Le problème qu'on a, c'est que les 2 décisions qui ont été prises à l'Organisation maritime internationale et à la Convention sur la diversité biologique ne sont pas contraignantes pour les États. Donc on est plutôt dans le domaine de la recommandation. Si demain un État décide de quand même aller faire ces expériences-là, il peut tout à fait le faire. Ça a été le cas du Canada. Alors derrière, il y a une réponse internationale, mais rien n'interdit de le faire. Or, si on avait eu une coordination entre le régime climatique et le régime protection de l'environnement marin, par le biais, par exemple, d'un comité, un comité environnement, milieu marin, climat, on aurait peut-être déjà pu fermer la porte dès le départ à cette technique-là. Sur le captage, stockage de carbone, je pense que la problématique elle est encore plus importante, puisqu'on a des projets qui sont en cours. Le projet Northern Light, qui est en Norvège. Le but, c'est quand même de stocker 1 million de tonnes de carbone dans le plateau continental de la Norvège. Et là, l'Organisation maritime internationale a cédé à la pression de toutes les entreprises, en fait, et a donné tous les feux verts pour que ça soit possible et pour qu'on puisse transporter le carbone au niveau sous-marin. Sauf qu'on sait très bien. Justement, on ne sait pas quels peuvent être les impacts environnementaux en cas de fuite du carbone dans ces endroits-là. Donc, on a autorisé cette technique sans conséquence. Tout ça parce qu'on n'a pas de dialogue interinstitutionnel. Donc, peut-être là aussi une manière de réfléchir. Je pense qu'on a les outils en droit international. On a ce principe de soutien mutuel. C'est un principe qui a été utilisé dans l'Organisation mondiale du commerce pour justement prendre en compte les aspects environnementaux. Je pense qu'on pourrait aussi l'activer dans d'autres domaines. Enfin, la dernière piste de réflexion pour arriver à cette approche globale, c'est réfléchir au dépassement du consensus apparent pour tendre vers un consensus réel. Alors, quand on a adopté les ODD, on les a adoptés comme une direction à prendre, et en laissant croire surtout qu'il y avait un consensus de tous les États sur ces ODD. Or, quand on a commencé à décliner les ODD dans les différentes organisations internationales pour adopter des textes, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout dépassé tous les antagonismes des négociations internationales et qu'on était à nouveau sur les mêmes oppositions, donc opposition plutôt pays du Sud, pays du Nord, à l'échelle internationale, et que les ODD n'étaient en fait qu'un consensus apparent et pas un consensus réel sur la trajectoire, en tout cas, peut-être pas sur la trajectoire, mais en tout cas sur la manière d'arriver sur cette trajectoire-là. Alors, il y a l'exemple des subventions à la pêche dont je vous ai déjà parlé, mais je pense qu'on peut revenir sur les limites planétaires aussi. On en a parlé rapidement tout à l'heure de cette théorie du donut. La théorie du donut, elle pose, à mon sens, des vrais problèmes pour les pays du Sud. Parce que est-ce qu'on va quand il va falloir négocier pour rester dans cet espace bien-être, donc entre ce plancher et ce plafond, s'il faut négocier, est-ce qu'on va négocier sur les limites planétaires? Est-ce qu'on va négocier sur le fait d'agrandir les limites planétaires? Non, on ne va pas négocier sur un fait scientifique environnemental. Qu'est-ce qu'on va aller négocier? On va aller négocier ce qu'on a construit de manière humaine, c'est-à-dire le plancher économique, mais surtout social. On va aller négocier sur le taux d'alphabétisation minimum. On va aller négocier sur le taux de développement minimum. Et donc les grands perdants dans ces négociations-là, ça risque d'être à nouveau les pays du Sud. Donc toutes les pistes de réflexion pour cette approche globale, on est obligé de les discuter, à mon avis, en faisant des recherches donc, interdisciplinaires. Mais il y a un deuxième aspect pour arriver à une durabilité des océans, c'est qu'il faut aussi réfléchir à l'approche spatiale comme outil au service de la durabilité des océans.
Actuellement, on va de plus en plus vers l'outil spatial. C'est ce que je vous disais en tout début, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus en train de morceler les océans. On est en train de faire une solidification du milieu marin par la projection en fait, des logiques juridiques en mer. Donc on avait d'abord cette approche territorialiste des océans pour définir les compétences étatiques, ce qu'on a fait dès le départ, mais on a maintenant un renforcement de cette approche par le biais de la planification spatiale maritime et des aires marines protégées. La nouvelle stratégie pour la biodiversité, la nouvelle stratégie européenne pour la biodiversité d'ici 2030 fixe un objectif de 30% d'aires marines protégées. Le cadre mondial sur la biodiversité qui est encore en cours de négociation, donc pour 2030 aussi, qui devait prendre le relais à partir de 2020, mais qui n'est toujours pas adopté. On est toujours vers 30% d'aires marines protégées. Le problème, ça peut être un bon outil, hein, ces aires marines protégées, mais le problème, c'est que le risque, c'est d'un glissement vers une approche qui serait strictement techno-managériale et peu adaptée finalement à certains enjeux de durabilité, notamment l'adaptabilité, la reconnaissance des usages historiques. On se rend compte que dans ces zones-là, on fait table rase en fait, de ce qu'il existait, ou encore la prise en compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Alors, l'exemple, c'est par exemple les activités de pêche qui finalement, avec les changements climatiques, avec les nouveaux usages, sont très peu adaptés à cette cartographie des océans. Les espèces se déplacent, c'est un secret pour personne. Donc cette cartographie des océans est un vrai problème pour les pêcheurs, notamment en haute mer, en fait, où jusque-là, il y avait une liberté de pêche, où petit à petit, on est en train de mettre des zones. Alors, les pistes de réflexion, c'est bien évidemment réfléchir à l'opportunité d'une transposition finalement d'outils très territoriaux, en tenant compte du contexte global, donc géographique, historique, juridique, économique, social et politique, qui est propre au droit de la mer. Dans la stratégie pour la biodiversité de l'Union européenne, la Commission européenne le dit très clairement, les zones, par exemple, Natura 2000, la directive Habitat, la directive Oiseaux, sont très peu adaptées au milieu marin. Très bien adaptées au milieu marin côtier, mais très mal adaptées à la haute mer. D'abord parce que les acteurs sont différents, parce que les discussions sont plus compliquées, parce que les discussions, c'est quasiment impossible dans certains secteurs. Donc, on a quelque chose de très inadapté. Donc, il va falloir vraiment réfléchir, dès qu'on est sur un outil territorial, est-ce qu'il est transposable dans les océans. La deuxième piste de réflexion, c'est de faciliter la participation de l'ensemble des parties prenantes lors des négociations relatives au droit d'accès, par le biais, par exemple, de comités interprofessionnels. 2 minutes ? Je vais aller très vite. On se rend compte sur plein d'aires marines protégées en fait, qu'on n'a pas d'adhésion des pêcheurs à ces aires marines, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été dans les discussions sur les droits d'accès, qu'on ne reconnaît pas leurs droits historiques de pêche et on va leur donner les mêmes droits où ils vont être à égalité dans les négociations avec des nouveaux usages de la mer. Je pense aux câbles sous-marins. Alors, ce n'est pas vraiment nouveau, les câbles sous-marins, mais ça se développe énormément. Avec du offshore, ils vont se partager ces droits-là alors qu'ils ont des droits historiques sur ces zones-là. Or, actuellement, on a très peu de reconnaissance de ces droits historiques et plus on s'éloigne de la Terre, moins il y a de reconnaissance. Alors, vu qu'il me reste 2 minutes, je ne vais pas prendre l'exemple, on pourra y revenir. Non, on a un exemple très simple, c'est qu'on a en Méditerranée, par exemple, on a mis des zones de pêche restreintes et on a des vrais échecs et des vraies réussites. Et la différence entre les deux, c'est est-ce qu'on est arrivé à avoir des instances de négociation où on faisait participer toutes les parties prenantes ou non. Dans le golfe du Lion, ça a été un véritable échec. Les pêcheurs français en fait, et espagnols n'ont pas voulu participer aux négociations, n'ont pas voulu qu'on interdise certaines techniques de pêche. Résultat, on a un échec de ces zones de pêche. À l'inverse, sur la zone en Adriatique, on a un vrai succès avec des pêcheurs qui ont complètement adhéré à la zone de pêche réservée. Bon, on pourra y revenir, mais ça pour dire que sur un même outil, on peut avoir de l'échec et de la réussite. Le deuxième point, c'est qu'à mon avis, pour qu'on arrive à une défragmentation et une approche globale des océans, il va falloir aussi changer notre façon à la fois de faire de la recherche, en discutant donc entre disciplines, mais aussi de former les étudiants. Alors, pour ça, et on pourra y revenir dans la discussion, à Aix-Marseille Université, on s'est rendu compte qu'on ne discutait pas entre spécialistes des océans, que chacun était un peu dans son laboratoire et qu'on construisait très peu ensemble.
Donc on a décidé de créer un institut d'établissement sur les océans en réunissant toutes les disciplines qui travaillaient sur les océans. L'objectif, en fait, c'est de mener à la fois des activités de recherche interdisciplinaires, mais aussi de proposer des formations interdisciplinaires aux étudiants. Et vu que je pense qu'il me reste 10 secondes, je voulais vous parler rapidement de toutes les résistances, parce que je crois que c'est surtout ça. C'est très, très, très compliqué, en fait, de faire adhérer l'ensemble des collègues à cette façon de voir les choses. Encore, je dirais plus sur la formation que sur la recherche. À la limite, sur la recherche, je pense qu'on est à peu près tous conscients maintenant qu'il faut tendre vers ça. Sur la formation, on a des résistances très, très importantes dont on pourra reparler si vous le voulez. Je vous remercie.